Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le 16e épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les 2 semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées. Elles viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'elles ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'elles en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Margot et Jérémy. Margot et Jérémy sont les humains de l'Oxen. Dans cette discussion, ils nous racontent leur parcours et notamment l'arrivée difficile de l'Oxen dans leur vie. Des débuts compliqués à la découverte du canicross, ils reviennent sur ce sport qu'ils partagent à 3 et qui a changé toute leur relation. Des tips pour bien débuter au choix du matériel, ils nous livrent leurs meilleurs conseils pour partager une chouette activité avec son chien. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Margot et Jérémy. Bonjour à tous les deux. Salut. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, ça va bien. Oui. Bon. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour enregistrer cet épisode. On va commencer par les présentations. Je vous laisse vous présenter de la manière dont vous le souhaitez. Du coup, moi, c'est Margot. J'ai 28 ans. Je suis infirmière. Et du coup, je suis la conjointe de Jérémy. Bonjour Jérémy, 31 ans. Pardon. Je suis conjoint de Margot et donc du coup le maître de l'Oxen Voilà. Et Jérémy est médecin. aussi. Ouais. On le précise Mais par c'est rapport à nos horaires de boulot et les gardes, etc. Et du coup, ça fait 5 ans qu'on a l'Oxen. Et l'Oxen a 6 ans. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter l'Oxen ? Donc l'Oxen est un beagle. Ouais. Un beagle d'une dizaine de kilos parce que c'est un petit beagle qui vient d'un élevage un peu nul. Voilà. Enfin, pas un très bon élevage bienveillant, en tout cas. Un élevage qui a fermé, donc on donnera pas le Oui, nom, voilà. ça sert à rien de les enfoncer. Voilà. Il vient d'un élevage où c'était très compliqué et son début de vie avec nous n'avait pas été simple. Ouais. Elle a vécu, je pense, pas forcément de la maltraitance physique, mais de la maltraitance un peu par désintérêt et malnutrition peut-être. Puis voilà, qui faisait pas les choses correctement, qui sociabilisait pas les chiens, etc. Parce que donc il faut savoir que l'Oxen, on l'a récupérée, elle avait déjà 8 mois. Alors, avant de revenir sur l'histoire de l'Oxen, je voulais savoir un peu vos expériences antérieures avec les chiens. Est-ce que vous avez toujours eu des chiens ou est-ce que l'Oxen est la toute première ? Moi j'ai toujours eu des chiens depuis que je suis tout petit, d'aussi loin que je me rappelle. J'ai grandi avec un chien qu'on nous avait donné qui était un labrador croisé bosseron. Après mes parents ont eu des bosserons, toute ma famille a toujours eu des chiens, beaucoup de mes collègues de mes copains d'enfance avaient des chiens, donc, mais toujours des gros chiens. Genre, moi j'ai jamais eu plus petit qu'un épagneul breton, quoi. Ok. Voilà. Et Et toi, moi, Margot ? j'ai toujours rêvé d'avoir un chien. Je voulais être même maître chien, veto, tous les boulots avec les chiens, les animaux en général m'ont toujours attirée. Bon, j'ai fini par être infirmière, donc rien à voir. Mais voilà, c'était un rêve, un objectif de vie. Mes parents, en fait, moi, mes grands-parents avaient eu des chiens. Mais mes parents n'ont jamais voulu adopter, je pense par leur travail et le fait que ça prenait pas mal de temps et qu'on était... Voilà, c'est pas quelque chose qui les intéressait d'en avoir. Donc j'ai dû prendre mal en patience et c'était mon objectif. Je finis mes études, je travaille et j'adopte un chien. Sauf que j'ai fini mes études, j'ai commencé à travailler, je me suis mise avec Jérémy, donc il fallait attendre que ça fasse quand même un petit moment qu'on est ensemble pour prendre un chien. Et après j'ai commencé à le tanner pour adopter. On s'est bien trouvés parce que c'était quand même aussi un amoureux des animaux. Donc... C'était un truc important pour tous les deux, quoi. Oui. Ouais. Et puis c'était une bonne manière aussi de voir si on s'entendait bien dans la vie de tous les jours et sur l'éducation. C'est un beau projet. C'est un petit test. Ouais. Voilà. Alors, comment vous êtes arrivé à choisir le Beagle ? Est-ce que vous connaissiez ? Comment vous avez connu ? C'était quoi vos critères de recherche ? En fait, nous on vivait tous les deux à Lyon, on avait projet d'y rester pendant encore un petit moment. On savait que voilà, on allait continuer à vivre en appartement et tout, donc il était hors de question qu'on ait un chien de canapé avec lequel on faisait pas de sport, pas de promenade. Enfin, l'idée c'était vraiment de l'emmener, de l'embarquer partout et de faire de la course, de la balade, de partir en rando avec, tout ça. Et globalement, des chiens avec lesquels on peut faire du sport et qui nous obligent pas à changer de voiture, qui se baladent facilement dans les transports en commun ou quoi. Voilà, épagneul breton, beagle, Jack Russell, mais Jack Russell compliqué, épagneul breton ça faisait un peu gros et beagle c'était parfait, donc
Ouais, voilà. Et moi, je connaissais le Beagle du film Comme chien et chat, avec un Beagle espion là, que j'avais vu petite. J'avais vraiment cette race, je sais pas, il y avait un truc qui me plaisait dans cette race. Elle correspondait à tous nos critères. Donc, on a commencé à regarder sur les annonces de SPA, refuge, etc. Sauf que le problème, c'est qu'à ce moment-là, il n'y en avait pas un SPA. Je pense qu'on parlera tout à l'heure de l'association Le Graal. Je ne suis pas tombée dessus dans mes recherches. Donc, j'ai pas vu de beagle de laboratoire réhabilités dans des refuges, etc. Il y a les refuges où il pouvait y avoir des beagles ou des chiens croisés beagle. Étaient très... Enfin, les associations qui gèrent ces refuges-là, en fait, pas les refuges en eux-mêmes, étaient très difficiles. En tout cas, à Lyon, on tombait sur des grosses barrières. Enfin, il fallait... Il fallait une maison, il fallait des mètres carrés de jardin, il fallait déjà un chien, il fallait des enfants ou pas d'enfants. Il fallait pas travailler pas presque. Il fallait pas de chat, il fallait pas d'écureuil, il fallait pas de... voilà, ça devenait un peu compliqué, effectivement. Voilà, donc on a un peu laissé tomber l'idée de passer par une association. On a commencé à faire des recherches un peu plus élargies. Et là, donc, je suis tombée sur une annonce de l'élevage dont on ne prononcera pas le nom, qui proposait un beagle, une beagle qui s'appelait La Belle Princesse, qui était vendue au rabais. Au rabais par rapport aux autres chiens. Elle coûtait, je ne sais plus, c'était entre 300 et 500 euros, alors que les autres chiens sur l'élevage étaient vendus 1200. Entre 1000 et 1200, c'était à peu près les prix des beagles des élevages. Donc, je comprenais pas trop. Et elle avait déjà 8 mois. Donc, j'envoie un mail en disant on pourrait être potentiellement intéressé, mais j'aimerais comprendre pourquoi elle a déjà 8 mois, pourquoi elle est vendue si peu cher. Et là, la personne... derrière l'élevage me répond que l'Oxène, il voulait la garder parce qu'elle était trop belle, qu'elle était parfaite, que c'était la chouchoute de l'élevage, mais que en fait elle avait donc une malformation pour un beagle, c'est-à-dire qu'il y a des prognates, donc c'est avoir la mâchoire du bas qui passe devant la mâchoire du haut, qui n'est pas un critère de validation LOF pour les beagles. Okay. Mais par contre, il y a plein de races de chiens qui sont prognates et c'est un critère de validation, mais pas pour les beagles. Et que du coup, alors c'est là où moi j'ai jamais eu de chien de ma vie. Jérémy n'avait que des chiens. Enfin, c'est pas lui qui gérait de toute façon puis qui gérait l'adoption à ce moment-là. Oui, voilà, c'est pas toi qui allais dire. Et du coup, quand elle m'a expliqué que le fait qu'elle soit pas confirmable au LOF, ça faisait une raison pour ne pas la garder, parce que s'ils s'en débarrassaient pas rapidement, en gros, elle me l'a pas dit le mot débarrasser, mais en gros, si elle partait pas rapidement, en gros, ils allaient devoir la placer quelque part. Donc, vu qu'on voulait faire un sauvetage, une adoption, etc., ça rentrait dans notre critère de sauvetage un peu de chien. Bon, certes, pas fait par une adoption comme on aurait aimé à la base, mais bon, ça rentrait dans notre critère, donc on se dit, un feu, on va aller voir, on la réserve, quoi, et on y va. Et là, on est arrivé devant un élevage insalubre, hein. Franchement, que ce soit le corps de ferme, la personne qui faisait pas propre sur elle quand on est arrivé, l'Oxène, donc la maman de l'Oxène était déjà en train d'allaiter une autre portée de chien. Il y avait pas mal d'enclos, mais bon, ça après, je sais que maintenant c'est un critère aussi où il faut pas qu'il y ait trop de chiens. Enfin, ou en tout cas qu'il y ait assez de monde pour gérer tous ces chiens, ou j'en sais rien, mais là, le ratio humain-chien doit pas être là, c'était pas vraiment le cas. Ouais. Et l'Oxène, qui était censée être donc la grande chouchoute, celle qui était tout le temps dans les bras, trop belle, machin, truc, elle avait peur de l'éleveuse et elle était tellement terrorisée qu'on a mis 20 minutes à la coincer en sandwich dans un coin pour pouvoir partir avec elle, quoi, parce qu'elle était tellement... elle connaissait pas son prénom. L'éleveuse essayait de la pâter avec de la bouffe, mais elle venait pas. La seule solution qu'on avait, c'était de lui courir après pendant 20 minutes pour la prendre en sandwich pour pouvoir partir avec elle, quoi. Voilà. C'était pas un chien sociable, c'était pas un chien bien dans ses pattes, on l'a vite compris. Puisqu'au bout donc on arrivait à l'appartement, elle allait se coucher sous le canapé et on l'a pas revue avant le lendemain. Elle allait manger et boire quand on dormait.
Et les balades, c'était très compliqué. Elle flippait énormément. Elle tirait dans tous les sens. On avait un collier, mais on lui mettait que le harnais parce qu'on se disait, elle tire dans tous les sens. C'est plus agréable pour elle que de s'étrangler à chaque balade vu qu'elle a hyper peur et qu'elle tire. Et sauf qu'elle a réussi pendant que... sur les premières balades... ça faisait 48 heures. C'est ça. Elle avait un harnais de la marque Butterfly qui, du coup, ne sont pas adaptés pour les chiens un peu intelligents et qui flippent. Parce qu'en fait, quand ils se mettent en opposition, si on tire un peu pour les ramener, ils sortent en fait en rentrant la tête. Ça leur permet de dégager les antérieurs et ils sortent. Et du coup, on l'a perdu comme ça au bout de 48 heures dans le parc Blandan où elle est partie en courant devant un vélo et après disparition dans un bosquet. On l'a jamais retrouvé. Je l'ai pas retrouvé de la fin de la balade. Ouais. Personne ne l'a vu ressortir. On a passé une nuit complète à la chercher, on l'a pas retrouvée. On a passé une autre journée à la chercher, on l'a pas retrouvée parce elle connaissait pas son nom, elle connaissait pas son nouveau nom et elle venait pas chercher les croquettes. Et c'est la deuxième nuit qu'on a réussi à la coincer, à la recoincer dans le parc en fait pour la sortir. Oui, parce qu'on a fait les voleurs de poules. C'était le parc où on la promenait, parce que c'était juste à côté de la maison, qu'il y avait le parc à chiens, etc. On a vu un spot, son ombre dans un spot de lumière donc dans la nuit. Et on a vu où elle allait se cacher. Donc c'était une longue estrade qui est sur le long d'un mur et qui fait faire 50 mètres de long. Et il y avait des tout petits espaces où on n'aurait jamais pensé qu'elle passerait en dessous. Mais c'est vrai que pour un chien flippé, c'était très rassurant parce qu'elle était enfermée dans un espace. Elle maîtrisait un peu ce qui se passait autour sans qu'on la voie. Et elle sortait la nuit, en fait, parce que du coup, c'est un parc où il y a beaucoup de chats errants et des gens laissent des croquettes pour les chats. Et du coup, je pense qu'elle sortait la nuit, mangeait comme ça. Et elle retournait se cacher le matin, quoi. Et du coup, on a réussi en démontant l'estrade, en faisant Fort Boyard avec le fils d'un ami. On a vu à peu près où elle était sous cette estrade avec les autres chiens qui étaient au-dessus en train d'aboyer parce qu'ils avaient vu le chien en dessous, quoi. Et on a réussi à la prendre en sandwich comme quand on était à l'élevage, quoi. On a dû la coincer pour pouvoir la sortir. Et c'est là la première nuit qu'elle a dormi avec nous. Quand on est rentré à l'appartement, elle est venue dans notre chambre dormir avec nous et c'est là qu'on a commencé à avoir un lien avec elle. Et en fait, pendant qu'on cherchait Loxène, on a eu beaucoup d'aide parce qu'on a partagé sa disparition sur les réseaux. On connaît très bien Manon de Good Doggy parce que son conjoint est un mec avec qui j'ai fait mes études. Du coup, elle est venue nous aider. C'est là où elle a commencé à me parler d'éducation positive, etc. Sa manière de faire, ça m'a vachement plu. Donc derrière, elle a commencé à nous aider. On était hyper bien entourés. Et on a pu commencer à bosser parce que au parc Blandan, il y a un parc à chiens. On s'est vite rendu compte que Loxène n'était tellement pas sociabilisée et tellement peureuse qu'elle se mettait dans un coin, elle tournait le dos aux chiens, elle les regardait pas, elle jouait pas avec eux, elle avait peur des gens, dès qu'ils s'approchaient, elle se sauvait. Elle cherchait plutôt une solution pour sortir du parc à chiens plutôt que de vouloir y rester. Mais à force, tout l'intérêt pour nous d'avoir vécu les premières années de Loxène à Lyon, c'est que les gens sont vachement ouverts, sont plus en tout cas qu'à la campagne, en tout cas vers chez nous, pour que les chiens se rentrent en interaction, jouent ensemble, etc. Il y a aussi peut-être plus de choses faites pour ça, hein, mais voilà. Et ça a vraiment aidé parce qu'à force, Loxène, elle a copié le comportement des autres chiens, plus le travail à la maison, les conseils de Manon, les conseils des gens qui étaient au parc à chiens, qui sont passionnés aussi. On a réussi petit à petit à avoir une évolution hyper intéressante pour Loxène, pour qu'elle se sente bien dans ses pattes, qu'on puisse commencer à la voir jouer, à la voir se sentir assez à l'aise pour commencer à garder le parc et à aboyer sur les gens qui passaient à côté. Ce qui était impensable. Voilà. Mais ça a pris, je pense, 6 mois pour qu'elle commence à jouer avec les autres chiens et 2 ans pour qu'elle ne se mette plus à se pisser dessus et dès qu'il y avait des gens qui venaient à la maison qu'elle connaissait pas et plus à se cacher où on est obligé de lancer des knackis sans la regarder pendant qu'on fait l'apéro en demandant à tous nos potes de nourrir notre chien pour qu'elle se dise les humains sont sympas en fait. C'est là où on se dit c'est pas quel type de maltraitance vraiment elle a eu dans cet élevage, on n'a aucune preuve. Enfin, elle réagissait comme un chien battu quand même, hein. Surtout quand il y a des hommes qui viennent, et encore aujourd'hui des hommes barbus
des capuches, des casquettes, enfin, elle a vraiment plus de mal avec les hommes que les femmes. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais elle était au point où quand elle flippait, elle se faisait pipi dessus, elle se cachait sous le canapé où on avait un duplex, donc elle se mettait en haut du duplex et elle regardait à travers les marches de l'escalier ce qui se passait en bas. Et personne ne pouvait l'approcher. Et il fallait y aller en lançant des knackis au loin, où elle s'approchait, elle mangeait le knacki, elle se rebarrait en courant. Enfin, il nous a fallu 2 ans pour passer d'un chien flippé à un chien normal. Un chien peureux. Ouais. Et aujourd'hui, elle est toujours peureuse dans beaucoup de situations. Mais on découvre aussi, et c'est ça qui a été intéressant, c'est qu'on a découvert un caractère de Loxène qu'on n'imaginait pas, ce côté quand elle est très à l'aise, que c'est chez elle, qu'elle est entourée des gens qu'elle aime. En fait, elle n'est pas du tout... c'est plutôt le chien relou qui garde, qui se fait un territoire dans sa tête. Même des fois, quand on est dans un parc, elle estime que de cet arbre-là à cet arbre-là, c'est chez elle. Tout ce qui passe, qui n'est pas dans son environnement, elle aboie dessus, elle garde, quoi. Elle est presque protectrice, mais pas trop, quoi. Parce que si la personne elle s'approche, elle va aboyer en reculant, quoi. Mais c'est marrant parce que quand on sait à quel point elle est peureuse de base, de voir aussi ce côté hyper sûr d'elle, je fais la maline, je crois que je fais 10 kilos de plus. C'est marrant, quoi. Donc elle s'est révélée en même temps que vous l'avez, c'est ça. Vous l'avez découverte. C'est ça. Et je pense que si elle n'avait pas eu tout ça, ça aurait été plutôt un chien très sûr d'elle. À faire sa petite loi et tout, parce qu'elle est plutôt comme ça. Hein. Alors, comment vous avez vécu, vous, ces premiers mois, ces 2 premières années un peu compliquées? Est-ce que ça a été source d'angoisse? Est-ce que vous avez douté à un moment donné? Ou est-ce que le fait d'être bien entouré, ça vous a quand même aidé à positiver? Non. Comment vous l'avez vécu? Ce que disait Margot, en fait, on a tout de suite eu du monde qui nous a aidés. Voilà, il y a eu Manon, mais il y a eu... Au parc à chiens, il y avait 1 ou 2 éleveurs qui nous filaient des coups de main. Il y a eu pas mal de choses. Moi, j'ai toujours eu des animaux aussi, donc j'avais aussi mes réflexes de... Même si ils ont plus grandi avec moi que je les ai vraiment élevés, mais ça m'a pas franchement perturbé, en fait, parce que c'était un chien qui était flippé, c'était clair et net. On savait pourquoi elle était comme ça, et on savait que ça allait s'améliorer. Donc, en fait, après, on savait que ça prendrait le temps que ça prendrait, mais que... Et comme au début, on a eu quand même des progrès. À partir du moment où on l'a récupérée, on a eu des progrès rapides. Du moment où on l'a récupérée, elle était quand même vachement attachée à nous. L'attachement, il a été... on était dans l'extrême inverse. On était dans l'hyper-attachement. Et donc, c'est vrai que ça nous a rassurés dans... Et du coup, il y a des trucs... le rappel, c'est toujours pas acquis, même si, bizarrement, dès qu'on a des crocs dans les mains ou des machins comme ça, elle revient très, très bien. Donc, elle sait très bien quand est-ce qu'elle peut revenir et quand est-ce que... Elle décide, en fait. Elle peut royalement s'en foutre. Mais il y a des choses, c'est toujours pas carré, mais on a quand même... Enfin, on a eu des petits progrès réguliers. Donc, en fait, il n'y a pas eu de stress de « Oh mon Dieu, ce chien est perdu ». Puis, de toute façon, on n'allait pas la réabandonner, donc... moi, j'ai été un peu plus stressée parce que Jérémy, c'est plutôt le pas stressé de la bande. Moi, j'étais plutôt stressée parce que je voulais pas qu'elle soit malheureuse. Je me disais, est-ce qu'on est la bonne famille pour ce type de chien? C'est pas impossible, le travail qu'on fait et d'avoir un chien. C'est plus facile d'être en couple et d'avoir un chien avec les travaux qu'on fait. C'est vrai que Jérémy qui prend des gardes de 24 heures ou qui part 5 mois en mission, il n'aurait jamais pu prendre un chien tout seul. Et c'est possible parce qu'il est avec moi. Mais en même temps, je me disais, j'ai quand même des grosses journées de boulot. Il y a des jours où je travaille pas du tout et je suis là toute la journée. Et des jours où j'étais en 12 heures aux urgences. Alors Jérémy faisait des plus petites heures que moi, donc on va dire qu'elle partait plutôt pour 10 heures à être toute seule. On se disait, est-ce que ça va pas être trop pour elle par rapport à comment elle est, en fait, vu qu'elle est pas bien dans ses pattes, est-ce qu'elle va pas flipper d'être 10 heures toute seule? Manon nous a vachement rassurés là-dessus. On s'est rendu compte qu'en fait, elle gérait très bien d'être 10 heures toute seule parce que quand on rentrait, on faisait plein d'activités. Quand j'étais en repos, et j'avais quand même du coup des journées complètes de repos avec elle, on faisait plein de choses. Donc en fait, les jours où je travaillais, elle se reposait aussi. Et puis après, de toute façon, on allait tous les jours au parc à chiens, plus la balade du matin et du soir, plus le canicross, etc. Elle faisait des entraînements avec moi. Comme on l'a récupéré à 8 mois, on a quand même pu en fait finalement commencer assez tôt le canicross. Assez tôt dans l'adoption. Voilà, ça faisait que 4 mois qu'on l'avait quand on a commencé. Les gens, ils attendent 1 an avant de pouvoir commencer quand ils prennent un chien petit. Trouver des solutions et ça m'a rassurée. Et on était tellement bien entourés qu'on m'a vite rassurée. Mais c'est vrai que si on avait été à la campagne tout seul avec peu de gens, ressources autour de nous... ça aurait pu être très compliqué. Je pense que le fait vraiment qu'on vivait à Lyon à ce moment-là,
c'était vraiment exactement ce qu'il lui fallait pour progresser, même si du coup il y avait la complexité aussi qu'elle avait très 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 peur des moments en fait balade avant d'arriver au parc à chiens ou d'être dans des endroits calmes. La balade du matin et du soir juste dans le quartier et tout, on était obligé d'attendre, de la faire très tôt ou très tard pour qu'il y ait moins de monde dans la rue, parce que sinon elle flippait tellement qu'elle arrivait elle arrivait même pas à faire pipi ou caca quoi. C'était compliqué mais pas désespérant. Voilà, c'était pas désespérant, mais c'était pas facile. C'était pas le chien facile au départ. Après, je sais pas si ça existe vraiment, hein, une adoption où tout se passe parfaitement sans embûche, hein, mais on partait pas quand même avec le scénario de base le plus simple. Et alors du coup, pour revenir un peu sur l'expérience du canicross, comment vous avez découvert le canicross, comment vous avez commencé aussi, et pourquoi vous avez voulu commencer tout de suite, alors même que c'était quand même encore un peu compliqué, j'imagine. De base, on est tous les deux très sportifs, et on avait cette idée d'avoir un chien, donc comme disait Jérémy au début, avec qui faire des activités. Toi, tu connaissais pas. Non, tu connaissais pas. Hein. Et c'est moi qui connaissais parce que je viens d'une petite ville où il y avait des champions de canicross de la région qui habitaient vers chez moi, et je les avais déjà vus courir avec leurs chiens ou faire du chien de traîneau d'été là avec des traîneaux. Ah oui, ok. Des cartes, des quads, des traîneaux à roues quoi. Ouais. Et du coup, j'avais cette idée que c'était possible de faire ce genre d'activité avec son chien. Et donc à l'époque, je faisais pas encore du triathlon, je faisais surtout la course à pied. C'est pour ça aussi qu'on a choisi une race de chiens typés sportifs, quoi. Depuis de chasse et pas de chiens de berger, oui, quoi. Voilà, des chiens de chasse parce qu'ils ont ce truc de pister, alors que les chiens de berger, c'est un peu plus compliqué. S'ils n'ont pas eux-mêmes envie de pister, ils ont plus tendance à vouloir courir à côté du maître. Enfin, en tout cas, dans la théorie. Après, il y a des chiens de berger qui courent devant sans souci. Les malinois, je crois, ou même les bergers australiens, ça se passe bien en général. Mais en tout cas, sur le chien de chasse, t'es quasiment persuadé que de toute façon, ils vont pister le chien de devant et qu'il n'y a pas de problème pour qu'il tracte, quoi. Et donc je parle de ça à Jérémy, ça lui plaisait bien aussi dans l'idée. Et du coup, je fais des recherches canicross autour de Lyon. Donc je tombe sur un groupe Facebook qui s'appelle Canicross Fessignon. En tout cas, je tombe sur des personnes adorables qui m'expliquent on se donne rendez-vous à la Fessine telle heure, tel jour. Viens. Fallait quand même que j'achète le matériel avant, hein, mais... on te donnera des conseils et tu verras. J'avais un peu peur de comment allait réagir Loxène parce que je savais que ça allait bien se passer avec les autres chiens. Mais elle avait tellement peur encore des humains que je savais pas trop si ça allait prendre ou pas. Donc on avait quand même testé avant sans être en groupe. Le problème, c'est que comme elle flippait, Blandan, c'était pas possible. En fait, on a essayé dans le parc Blandan où avec tous les vélos, les machins, elle voulait pas du tout s'éloigner de nous, ou alors elle partait 50 mètres devant, puis quand elle voyait qu'on avançait pas assez vite, elle faisait 50 mètres en arrière. C'est un peu gênant. Ouais, c'est malgré la longe, du matériel, elle était, elle faisait des sprints, mais plus de peur que parce que j'ai envie de courir. Ouais. Et c'était pas, on voyait très bien que c'était pas du plaisir, quoi. Elle était, c'était je cours pour fuir et pas je cours parce que c'est cool de courir. Donc on s'est dit pas au parc Blandan. Donc on a testé quand on rentrait vers chez nos parents, où c'est des plus grands parcs ou alors à la campagne, quoi. Et là, on voyait qu'elle aimait bien courir, mais que comme c'était... soit il fallait que Jérémy soit devant et qu'il fasse le lièvre, et là, elle lui courait après. Ce qui marche pas très longtemps, parce que... Voilà, parce que... Je cours pas comme un chien, quand même. Soit elle courait, mais elle s'arrêtait pour sentir. C'était pas du canicross où normalement, il tracte. Voilà. Et puis, on n'avait pas encore tous les tips, etc. Mais bon, on avait pu tester un peu le matos qu'on avait acheté. Et on est donc... Non, toi, la première fois, tu n'avais pas pu venir. Donc, j'étais allée toute seule à ce rendez-vous de canicrosseurs lyonnais. Et là, je tombe sur des gens vraiment géniaux qui vraiment m'expliquent... ils me donnent plein de conseils, etc. Et on commence à courir en groupe. Et là, j'ai vu une Loxène... en fait, elle avait oublié qu'elle avait peur, quoi. C'était, je cours, c'était trop cool de courir après les copains. Donc, moi, j'étais derrière, on était un peu en ligne, là. Et en fait, elle s'est jamais arrêtée pour sentir un truc et tout. C'était, je cours, je piste, en fait. Je suis un chien de chasse et je suis en train de pister le chien de devant parce que c'est dans mes instincts et parce que j'adore ça, en fait, courir après quelque chose. Et du coup, je me suis dit, trop chouette.
c'est un moment où, en tout cas avec d'autres chiens, où elle arrive à déconnecter de ce qui se passe autour, parce que la Fésine, c'est pas quand même un parc perdu au milieu de nulle part où il y a rien autour. Mais j'arrive à me déconnecter de ce qui me fait peur pour me concentrer sur un truc qui me plaît et courir derrière. Et elle s'arrêtait pas, elle était au taquet. Et c'était trop bien parce qu'en plus, c'est pour le coup, pour un beagle, donc comme on expliquait, comme elle vient d'un élevage un peu, on pense que ça, le stress, etc., peut-être la malnutrition, ce qui s'est passé, ce qu'on ne saura jamais, ça a un peu coupé sa croissance. Après, il y a des beagles de petits gabarits, mais elle est vraiment de petits gabarits. Et à l'époque, elle avait 1 an, donc elle était encore pas non plus, même si elle finissait bientôt sa croissance, c'était pas encore sa taille de finish, quoi. Et du coup, ça a toujours, même sur les compétitions, les gens, ils ont toujours tiqué, mais c'est un chiot, mais elle va jamais y arriver, vous allez finir en la portant. Et en fait, non, elle se défend et elle adore ça et elle court super bien. C'est sûr qu'elle me fera pas décoller et voler comme des autres chiens de canicross que les gens préfèrent prendre parce que ils ont envie d'être vraiment aidés par le chien. Moi, c'est vrai qu'elle nous aide, elle nous fait courir plus vite, mais on arrive à la réguler et ce qui est très agréable aussi du coup quand on court avec elle, c'est qu'on se retrouve pas avec un dos arraché. Faut suivre aussi. Voilà. Mais elle nous fait quand même courir plus vite que ce qu'on court de base tout seul. D'accord. Et surtout, elle kiffe ça. Et du coup, ça l'a vachement aidée. Donc, dès la première sortie, ça l'a... En groupe, en tout cas, ouais. Ah ouais, c'était... c'est feu, c'est parti. Elle adore ça. On va pouvoir le faire, pas que parce que nous, ça nous fait plaisir, mais parce qu'en plus, on se rend compte que c'est un truc qu'elle kiffe aussi. Et en plus, qu'avant, à Lyon, donc, dès qu'on sortait la laisse, elle n'avait pas trop envie de venir parce qu'elle savait qu'il y avait toute la partie avant d'arriver au parc à chiens où elle allait flipper parce qu'il y avait du monde et tout. Arriver dans le sud, à la campagne, il n'y a plus ça. Donc maintenant, quand je mets mes baskets et que je prépare, ou Jérém prépare pour aller courir et qu'elle reconnaît, mais elle saute dans tous les sens et elle pioune si on va pas assez vite pour commencer la balade, quoi. Et la course. Ouais, donc c'est vraiment une activité qui... maintenant, on court beaucoup avec elle en libre, en fait. Oui, voilà, maintenant qu'on est aussi à la campagne, un peu. Mais c'est un chien de chasse, elle est faite pour cavaler. Elle adore ça. On s'est jamais dit on lui impose un truc qu'elle kiffe pas, quoi. C'est au contraire. Et en plus, vraiment, quand on a vu qu'elle a commencé à... Sachant aussi que c'est dans le principe du sport que quand le chien arrête, on est oublié. C'est disqualificatif de forcer son chien à courir, en fait. Le chien doit tracter sur la longe, mais si nous on tracte si nous on tire sur la longe pour tracter les chiens, c'est disqualificatif. Donc il y a vraiment un respect là-dessus. Voilà, même en compète, malheureusement, quand elle arrive près de la ligne d'arrivée, qu'il y a beaucoup de monde, que ça fait du bruit, elle s'arrête. En fait, on est obligé de marcher à côté le temps qu'elle passe la ligne. Le temps qu'elle se décide donc on pète les chronos comme ça aussi. Mais comme on n'y va pas pour... Mais voilà, du coup, c'est vrai que... on l'a fait cavaler, mais que si un jour elle n'a pas envie, en fait, elle s'arrête et puis... Oui, c'est ça. Puis en fait, on voulait pas faire que du canicross. En fait, ce qu'on voulait, c'était partager notre sport avec notre chien. Donc à Lyon, on pouvait pas se permettre de faire autre chose que de canicross, dans le sens où avec la petite longe élastique, etc. Arriver dans le sud, dans les vignes, à la campagne, avec plein de chemins de terre où il n'y a pas de voiture, etc., c'est sécurisé. On court, en fait, alors comme ça reste un chien avec un rappel approximatif, ça nous rassure beaucoup de la laisser. En fait, elle est en libre, dans le sens où elle fait ce qu'elle veut, en fait, pendant qu'on court. C'est une balade pour elle, en fait. C'est une balade où on court. Mais comme, en fait, de toute façon, toutes les balades, elle est toujours en train de courir. Parce que c'est un chien qu'il faut qu'il soit devant 50 mètres en train de sentir des trucs en courant, et puis elle revient, et puis elle repart. Ça ne change pas pour elle, à part le fait que moi, du coup, j'avance plus vite. Parce que moi, je cours. Mais on la lâche pas totalement parce que on n'a pas un assez beau rappel pour dire c'est bon, s'il y a une voiture, s'il y a un tracteur, s'il y a je ne sais quoi, un lapin qui sort et tout, je peux la stopper. Donc elle court avec quand même 10 mètres de longe à traîner derrière elle. Ouais. Puis ça la fatigue aussi un peu, comme ça quand on arrive on est tous cramés pareil, parce que sinon... Voilà, après on essaye de faire gaffe quand il y a beaucoup plus, que la longe elle est gorgée d'eau et pleine de sable. Dans le moment, des fois on lui enlève ou alors on la porte. Son poids, on porte la longe et on court en tenant la longe. Bon, c'est moins agréable pour tout le monde, mais elle a pas 20 kilos de corde. 20 kilos. Ouais, au moins. À porter, à tirer.
Mais comme ça permet de... Moi, ça me fait mon entraînement, je suis pas toute seule, c'est trop cool, je partage ça avec mon chien. Et elle, ben, du coup, au lieu de faire 1 heure où on aurait fait, je sais pas, 1 heure en marchant, on fait quoi, 4-5 km, je sais pas. Oui. Là, en courant, ben, j'en fais le double. Donc, du coup, elle a fait une balade doublement plus longue et intéressante. Du coup, et puis, c'est intéressant pour elle aussi, dans le sens où c'est pas juste un exercice où elle doit courir et tracter pendant 1 heure. Non, elle, en fait, du coup, elle court à côté de moi, elle sent un truc, elle s'arrête, moi je continue d'avancer. Du coup, c'est trop cool parce qu'elle doit me rattraper, donc elle est contente, ça lui fait faire un sprint. Puis après, elle se arrête, sentir un truc, et après, elle part devant, on la rappelle, donc elle fait demi-tour. Et ben, du coup, elle sent plein de trucs pendant la balade, elle fait sa vie, et en même temps, elle court et elle adore ça. Donc voilà, et ça l'a vraiment aidé à faire, à se sentir bien sur les balades aussi. Donc le canicross, pour vous, ça, avant d'être un sport, une activité que vous partagez avec votre chien, ça a surtout été un bon moteur de progression. Première fois, on a vu qu'elle était bien dans ses pattes, en fait. C'est où vraiment, on s'est dit, ça, c'est un chien qui est content. Ouais. Quand on sait à quel point elle était introvertie, c'est là où toujours ça nous remet ou comment elle était. La première fois que je l'ai vue sur la ligne de départ, super excitée, à aboyer d'excitation, j'avais jamais entendu son aboiement d'excitation, en fait. Parce que elle aboyait soit de peur, soit elle aboyait pas. Enfin, elle aboyait pas vraiment. Enfin, c'était pas... Et c'est la première fois que je la voyais, en fait, parce que les départs de canicross, il y a plusieurs types de départs. Soit c'est par vague et on part, je sais pas, 10 chiens en même temps. Peut-être pas 10, mais entre 5 et 10 chiens en même temps. Soit c'est des départs genre 2 par 2 ou 3 par 3. Mais du coup, ils voient les autres chiens partir devant. Donc, toi, t'es derrière, t'attends que ce soit ton tour, t'avances petit à petit. Mais du coup, ton chien, à chaque fois, il y a le putain, les copains viennent de partir, mais pourquoi je peux pas y aller? Et du coup, ça les excite, ils montent en pression. Et c'est là où on est tous en train de tenir nos chiens super excités sur la ligne de départ. Les premières compétitions, Loxane, elle savait pas trop elle voyait les autres chiens, elle avait envie d'y aller, mais elle aboyait pas, elle sautait pas comme les autres chiens, je voyais à côté, où les maîtres les tenaient comme ils pouvaient. Et là, la première fois que je l'ai vue faire comme les autres, c'était la 3e ou 4e compète, où vraiment elle aboyait, elle avait envie d'y aller, quoi. Mais c'était... elle kiffe vraiment ça. Et en plus, elle s'éclate vraiment autant que moi. Et c'est un pur plaisir, quoi. Trop cool. Et est-ce que vous pensez que ça a joué un rôle aussi, le canicross, dans son évolution au niveau dans son quotidien, je veux dire, que ce soit à la maison, avec les chiens, avec les gens Je pense que tous ceux qui font des activités avec leurs chiens, ça crée une complicité. Je pense que c'est plus là où ça nous a créé une complicité. Ça l'a aidé déjà aussi à se défouler. Vu que les balades, elle pouvait pas se défouler de fou parce qu'elle stressait beaucoup. Ça la fatiguait parce qu'elle stressait, mais c'était pas c'était pas une balade riche. Mentalement, c'était pas intéressant. Donc je pense que ça l'a aidé. Et après, je pense que si, dans son rapport avec les autres chiens, avec les gens... ça lui permettait à chaque fois de rencontrer, parce que comme on se faisait des amis via les chiens aussi, ça lui permettait de rencontrer du monde et c'est aussi des gens qui ont gardé Loxane quand nous, des fois, on pouvait pas la garder. Si on devait partir en week-end, ou moi, quand Jérémy était en mission, des fois, je faisais un gros week-end ou quoi, il fallait la faire garder parce que c'était plus sympa pour elle quand même que de passer le week-end toute seule quasiment. Ça nous a permis de faire des rencontres, en fait, de créer un cercle autour de nous qui ça l'a obligé à passer du temps avec d'autres personnes que nous, avec d'autres chiens. C'est en fait le canicross en lui-même, ça l'a un peu aidé à se défouler, à faire un truc qui lui plaît, mais en fait ça a surtout permis qu'on continue de super bien s'entourer et de l'obliger en fait à rencontrer du monde, à s'immerger dans un truc. En fait, ça a accompagné l'éducation dans le sens où on faisait les bonnes rencontres comme ça aussi, quoi. Selon vous, ça peut s'adresser à qui, le canicross? À toutes les personnes qui sont capables de courir et à tous les chiens qui peuvent courir. Non, franchement, nous, même les chiens qu'on a gardés et tout, on a une copine qui a fait courir et qui a fait une compète de canicross avec un Yorkshire. Elle, c'est une excellente coureuse, donc clairement, elle cherchait pas à être tractée par le chien, mais le but, c'est pas de s'arracher les jambes en se faisant tracter par son chien. Donc, si le chien il a compris, nous on a essayé quand on a eu des bergers australiens qui n'étaient pas du tout sportifs, qui n'étaient pas drivés pour ça, on a emprunté des harnais de canicross. On a couru comme le traîneau du Père Noël avec les 2 chiens tractés, les 2 chiens attachés au même endroit. Clairement, c'était
pas son délire du tout au berger australien. Il a passé plus de temps à sauter à côté de moi, essayer de me lécher le coude et l'épaule qu'à vraiment tracter, mais il était refait aussi, et c'est des chiens qui sont intelligents, donc je pense que si on les drive un peu, ils comprennent rapidement. Mais si le chien il peut courir et si le maître il peut courir, ouais, c'est en fait peut-être les chiens extrêmement agressifs, faut les rééduquer avant, parce que comme on se double, mais même des chiens calmes sur des compétitions, des fois justement comme ils prennent le côté chef de meute machin ou quoi, on s'est arrivé sur un canicross où moi je courais avec l'Oxen, et en fait le mec il nous a laissé passer parce qu'en fait ils étaient plus, enfin le duo était plus lent que nous, et sauf que son chien essayait de bouffer l'Oxen à chaque fois qu'on passait, donc les chiens ont des esprits de compétition, c'est des mecs intelligents, ils sont rangés sur le côté, il a tenu son chien, on l'a doublé, puis ça a repris, et voilà, donc peut-être effectivement un chien extrêmement agressif qui voudrait bouffer tout le monde, peut-être travailler là-dessus avant de se mettre au canicross. C'est pour ça qu'il y en a qui courent avec des muselières ou lui mettre une muselière. Il y a des races de chiens qui n'ont pas le droit du tout. En fait, toutes les races à museau court et prognates, là, les carlins, les bulldogs français, enfin tous les chiens pas faits pour ça. Les boxers, c'est pas conseillé, mais sur avis veto, ça peut passer parce que c'est quand même des chiens qui sont hyper sportifs à la base, donc il n'y a pas de souci. Mais après, voilà. en soi, un bulldog français, s'il il a l'accord du veto, il peut courir, mais en fait il faut se dire, voilà, on n'est jamais à l'abri que notre chien il a un problème de santé, qu'on ne décèle pas comme ça parce qu'il il fait pas de traction ou il fait pas une activité intense. En fait c'est juste que c'est de la bonne intelligence. Toi, avant de commencer un sport, on te dit c'est bien d'aller faire un check-up chez ton médecin. Canicross, c'est pareil, le chien, il va voir le veto pour être sûr. Enfin, on n'est jamais à l'abri de découvrir que notre chien, il a un souffle au cœur, une malformation cardiaque, etc., qui n'est pas des slaps quand on fait que des balades parce que le chien n'est pas plus essoufflé. Oui, des chiens qui font de l'asthme. Ou qu'il ait des problèmes de hanche ou quoi, qui se voient pas quand il marche. Enfin, donc faire un check-up chez le veto avant pour dire voilà, j'aimerais courir avec mon chien, sans parler de s'inscrire à une compétition. Juste, je voudrais juste commencer à courir avec mon chien. Est-ce que mon chien a des problèmes de santé qui feraient qu'il peut pas? Sachant que le certificat médical vétérinaire est obligatoire pour les compétitions. Oui, voilà, après, de toute façon, si on veut s'inscrire à une compétition, on n'a pas le choix. Un chien, ça reste comme un humain. C'est un chien qui court pas. Si jamais, du jour au lendemain, on lui fait faire 15 kills comme un taré, voilà. Donc, quand ils sont chiots, faut pas les faire trop courir. Faut pas leur mettre trop de poids. Puis, petit à petit, on peut commencer à les charger, à les tracter et à les faire courir de plus en plus longtemps. Mais... Ouais, on dit en général qu'il faut attendre 1 an avant de commencer à faire tracter un chien. 1 an et demi pour les gros. Ouais. Donc, finir la croissance. Ouais, voilà. Et puis après, avant, voilà. Et peut-être un peu. Et après, si on veut faire des compétitions, quand même. de toute façon, ils demandent il y a un espèce de certificat à faire remplir. Ouais. Et ils s'assurent que les vaccins soient à jour, etc. Et après, avoir du matos adapté. Ouais, alors c'est quoi le matos de Canicross Il faut le starter pack, en fait, il est composé de 3 choses. Le harnais du chien, qui doit être un harnais qui est adapté à la traction, adapté à la taille du chien, etc. Donc ça, après, il y a des magasins spécialisés qui en revendent. Sinon, il y a des sites spécialisés dans le matériel de Canicross. Nous, on est obligés de passer par ça parce que l'Oxen, elle a un gabarit... Déjà, il n'y a pas beaucoup de petits chiens qui font du Canicross. Donc, il n'y a pas forcément... Comme il n'y a pas une grosse demande, il n'y a pas beaucoup de production de petits harnais. Donc, il n'y a pas beaucoup de marques qui proposent des harnais adaptés. Donc, on était obligés de passer par Internet. Mais par contre, les sites, c'est hyper bien fait. Selon les marques, ils mettent des mesures. Et pour ce tour de poitrail, etc., là, il faut plutôt ça. Il faut qu'il soit assez long pour que le chien tracte avec le dos et pas avec ses épaules. Et avec un... Voilà, tout est pensé pour pas que ça le brûle, pour pas qu'il y ait trop de lanières, de frottement, etc. En gros, il faut qu'il ait son point de traction au milieu du dos ou au-dessus de ses postérieurs, quoi. Ouais, voilà. D'accord, ok. Mais ça, c'est assez bien expliqué de toute façon sur les sites spécialisés. Après, il faut une ligne de trait, ça s'appelle. Donc, c'est une espèce de laisse élastique pour pas avoir d'à-coups, en fait. Parce que si le chien, t'as une laisse normale, et donc il a le bon harnais, mais que t'as une laisse normale, en fait, il va prendre de l'élan. Et puis d'un coup, tu vas voler derrière. Tu vas voler derrière, etc. Parce qu'en fait, pam, t'es arrivé au bout de la laisse. Si elle n'est pas élastique, ça tend et c'est pas bon. C'est bon pour personne, parce que le chien, ça va le stopper d'un coup et vous, ça tire sur le dos. Voilà, c'est pas bon. Ou sur le bras, si en plus on a voulu courir en tenant le chien par la main, comme on voit très souvent dans les parcs. En fait, d'avoir la laisse élastique, ça absorbe les tensions, etc. Et puis ça aide, en fait, quand le chien il commence à... Oui, ça tracte progressivement, ça t'entraîne progressivement dans la vitesse. Okay. Et il n'y a pas d'à-coups désagréable pour tout le monde. Et donc après, du coup, pour l'humain, ne pas courir en tenant son chien à la main. Ou alors, vous allez finir avec une tendinite en ayant mal au bras.
que c'est mieux d'avoir un baudrier, donc, qui ressemble en fait à un baudrier d'escalade. Je ne sais pas si tout le monde se rappelle quand on faisait de l'escalade au collège et au lycée, mais c'est un peu fait pareil. Sauf qu'on peut attacher la laisse devant. Donc il y a les baudriers, les ceintures et les culottes. Et les culottes, voilà. Moi j'ai une culotte, c'est une sorte de culotte, on appelle ça, mais c'est un baudrier avec une espèce de, ça fait comme une culotte qui prend bien les lombaires, qui répartit bien la charge et qui passe un peu au niveau du haut des cuisses. Et du coup ça permet d'être tracté comme il faut. Le problème des ceintures, c'est que si elle est mal positionnée, en fait, vite en train de courir en étant tractée par les dorsales. Et là, c'est pas bon du tout pour le dos, c'est pas ergonomique, du coup. Et là, on va droit aux blessures. Nous, encore, avec l'Oxène, on peut assez facilement la gérer, vu qu'elle fait que 10 kilos. Même si elle a de la force, mais déjà, 10 kilos, ça tire. Voilà, ça tire. Moi, globalement, en moyenne, je suis lourd, je fais 85 kilos. Quand elle tracte bien, globalement, pour ceux qui courent, ça va parler, je gagne 1 minute au kill, à peu près, sur mon temps moyen. 1 minute, 1 minute 30 en canicross, quand elle est motivée, chaud patate au départ. Avec l'Oxène, la dernière fois, les 500 premiers mètres, j'étais à 3,20 au kill. C'est un truc. Et clairement, je le fais pas tout seul. Ouais, voilà. Donc ça, même les petits chiens, quand ils sont punchy et motivés, ça aide vraiment. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir du matériel adapté à ça. Donc parce que nous, du coup, on arrive à la gérer. Si on voit qu'elle commence à trop tirer et que c'est pas au bon endroit, on peut facilement la stopper, etc. Quand on a des chiens qui font le triple du poids de l'Oxène, comme les gros chiens de canicross, donc c'est souvent j'ai mangé des braques, des alaskan, etc. C'est des chiens qui sont donc les alaskan, je crois que c'est des croisés chiens nordiques braques, si je me trompe pas. Je suis désolée pour ceux qui... C'est des gros chiens de traîneau, typés traîneau et typés chasse, qui sont du coup souvent ils font le double ou le triple du poids de l'Oxène. Eux, quand ils sont lancés, donc les mecs se retrouvent à courir à moins de 3 minutes au kilo, du coup très facilement. Et là, si on n'est pas capable de retenir le chien, si on n'a pas le bon matos, on peut vraiment se faire mal. Donc il faut du matériel adapté pour tout le monde, pour que personne ne se blesse, parce que le but c'est quand même de passer un bon moment et pas de finir avec des problèmes de dos, de hanches, des tendinites. Donc ils font des bonnes chaussures aussi. Et ils font aussi du coup des bonnes chaussures. Mais comme quand on court, normalement on court pas en Converse. Mais là, il faut des bonnes chaussures. C'est le starter pack de base. Ça marche. Et alors comment on commence, combien de temps, quelle durée, quelle distance? Ça serait quoi les premières sorties de canicross avec un chien qui a 1 an et demi, qui finit sa croissance? Déjà, il faut voir si ça lui plaît. Honnêtement, moi je partirais, mais vraiment comme quand on met des enfants à courir, en fait. C'est au début, partir sur même moins d'1 kill, mais 800 mètres, voir si ça lui plaît de courir derrière quelque chose, s'il est motivé. Il y a des chiens qui apprennent très très vite. L'Oxène, le stop, elle comprend pas, mais le gauche-droite, par contre, elle l'a hyper bien, et c'est venu assez rapidement, sans travail spécifique. C'est à force de lui dire gauche et de la tirer vers la gauche, elle percute bien, et ça, c'est un des seuls trucs qu'elle écoute bien, même quand elle est en libre, en balade. Le gauche-droite, elle l'a bien. Improbable, mais c'est comme ça. Mais après, je pense que c'est vraiment ça, c'est faire 1 kilomètre, voir comment le chien est-ce qu'il a envie de continuer à courir, pas. Après, tous les canicross, c'est globalement, il y a des distances longues, mais tous ceux qu'on a couru, c'était des moins de 10 kills. Je crois que le plus long qu'on a fait avec elle, c'était un 8 km 5. Moi, sur le 8 km 5, il y a peut-être 2 km où j'ai trottiné avec elle parce qu'elle a décidé qu'elle en avait marre. Oui, parce que l'Oxène ne pourra jamais gagner. On ne pourra jamais finir premier, parce que s'il n'y a pas un chien devant elle, elle attend que celui de derrière nous double pour recommencer à courir derrière. Voilà. Mais voilà, on respecte, parce qu'on n'est pas là pour... Nous, on est des passionnés, amateurs qui ne cherchent pas du tout à faire des places avec elle. Là, on va parler de comment prendre plaisir pour faire du canicross avec son chien et voir si ça lui plaît. Mais ce ne sera pas des conseils d'entraînement, comment le faire progresser, d'entraînement de comment finir premier, de tactique de course, etc. Parce que nous, on est vraiment en mode... du coup, moi, ça m'est arrivé sur des compètes où j'ai dû attendre que le husky qui était derrière nous redouble, et on faisait comme ça. Du coup on le redoublait parce qu'on était plus rapide, donc à chaque fois je devais réattendre que le mec nous double, parce qu'il n'y avait plus de chien devant.
Parce qu'à ce moment-là, on était, la seule compète où on a fini quand même première féminine, même si on ne cherche pas la performance. J'étais contente. Mais du coup, il y avait pas beaucoup de monde devant nous et les autres étaient déjà arrivés. Puis en plus, comme c'est des départs différés, et du coup, j'étais obligée d'attendre à chaque fois que le whisky me redouble. Après, s'il y en a qui veulent, les chiens, c'est un peu comme le sport immatériel. C'est pas bien de dire ça, mais il y a vraiment... Il y a les petits protèges coussinets adaptés pour ceux qui veulent, machin. Il y a le soluté de réhydratation pour chiens post-effort avec les électrolytes. Il y a les croquettes enrichies en protéines pour qu'ils prennent du muscle. Non, mais il y a un... Oui, nous, on n'est pas là-dedans, on n'est pas là-dedans et on n'y connaît pas grand-chose, mais on sait qu'il y a que nous, c'est vraiment les conseils de base par des gens qui n'ont pas non plus fait 10 000 compétitions, mais on court quand même régulièrement avec notre chien, et voilà. Mais en tout cas, pour commencer, comme disait Jérémy, c'est comme avec un enfant qui commence le sport. On s'assure que déjà, c'est un sport qui lui plaise. On s'assure qu'il n'y ait pas de problème de santé pour le faire. Et on s'assure de commencer intelligemment. C'est-à-dire qu'un enfant, on ne va pas lui faire courir du jour au lendemain 10 km. Sauf si on veut le dégoûter. Oui, voilà, ou si on veut le blesser. Mais les chiens, je pense que c'est pareil. Puis après, il y a des chiens, même si c'est des races... qui sont faites je pense pour ça, à tous les beagles de canapé qu'on voit, machin, c'est pas une... chacun fait ce qu'il veut avec son chien, mais je pense qu'un chien qui a fait 10 ans sur un canapé à faire du gras et à faire des tours de jardin, si du jour au lendemain on lui propose de courir, ça va pas l'intéresser, quoi. Je pense et puis en plus, si le chien est en surpoids, d'autant plus il va falloir y aller doucement, parce que comme un humain en surpoids qui commence à courir, parce que les chiens peuvent se blesser, les chiens peuvent avoir des courbatures, hein. Donc oui, ça surprend, mais mais c'est possible. Et surtout un chien qui du coup n'a jamais fait beaucoup de longues balades et de si on se dit tiens, mon chien est en surpoids, je suis en surpoids aussi, ça va peut-être nous motiver de commencer ensemble. Faut y aller doucement, quoi. On commence par un tour de quartier, on voit comment ça se passe, après on fait 2 tours de quartier, après on se dit allez, je vais aller jusqu'au parc de la rue là, je vais faire un tour de parc, donc un tour de quartier, un tour de parc, et puis voilà, et on augmente au fur et à mesure intelligemment pour après arriver nous les plus longues. Alors c'était pas des, du coup là c'est pas du canicross, c'était plus des trail. On court avec l'Oxen ça nous est arrivé de faire une 20aine de kilomètres avec l'Oxen, mais elle ne tractait pas pendant 20 km. Elle courait. Alors on était en canicross quand même, avec le matos de canicross, parce que c'était plus simple que de gérer la longe à ce moment-là. On courait tranquillement, on cherchait pas à ce qu'elle nous tracte pendant 20 bornes, et on est arrivé à être capable de faire 20 km avec l'Oxen en un an, quoi. Ouais, quelque chose comme ça. Mais après, il y a des races. Je sais, j'ai essayé de courir avec le bosseron de mes parents, qui est un chien qui fait d'énormes balades. Mes parents, ils le sortent vraiment. Il marche vraiment, mais c'est un chien et puis c'est un bosseron, donc c'est des forts caractères aussi. Il a décidé qu'il ne courrait pas. Donc il court avec nous au début. Puis après, il trottine ou il s'assoit, il attend qu'on revienne parce qu'il sait très bien qu'on va pas partir sans lui. Donc voilà, et on n'a même pas essayé de lui mettre le harnais parce que même en essayant de courir à côté en longe, il s'en tape, mais complet. Donc c'est un chien qui est hyper sportif, qui adore courir après sa balle, qui sort avec d'autres chiens et tout, qui est bien, mais la course, ça l'intéresse pas, quoi. Donc après, il faut aussi être prêt à avoir un chien qui voudra pas courir. Donc c'est bien de se faire prêter le matériel quand c'est comme ça. Ça évite. Ça évite de faire des dépenses inutiles. Et c'est comme des humains, il y a des gens. Ils aiment pas courir et puis ils aimeront jamais, et pourtant ils ont le profil du coureur. On se dit lui il ferait de la course à pied, non, il aime pas, ça m'intéresse pas, je comprends pas après quoi je cours. Les chiens c'est un peu pareil, hein. Si nous l'Oxen, elle tracte pas s'il y a pas quelqu'un devant parce qu'elle comprend pas l'intérêt de tracter. Voilà. Mais par contre en compète elle comprend l'intérêt parce qu'il y a un copain devant et c'est trop drôle de courir après le copain. Mais quand on est tout seul, on court souvent tout seul, mais on est obligé de courir en libre, comme on appelle ça. Et au final, c'est très bien, hein. Pareil, dans les conseils d'entraînement, ce qu'on peut dire, c'est que c'est bien de faire du canicross et essayer de faire tracter, etc. Surtout quand on a d'autres copains avec qui l'entraîner et tout, pour qu'ils fassent des entraînements, où on voit et combien de temps elle tient en tractant, est-ce qu'elle a progressé, etc. Est-ce que moi j'ai progressé, c'est sympa, c'est ludique. Mais c'est très bien aussi d'essayer de courir un peu plus en libre, où le chien il doit pas forcément tracter, où il est à côté, et on est juste là pour faire un footing de récup, parce que pareil, hein, le chien, si tous les jours on lui fait faire de la traction, il va droit à la blessure, comme un humain qui ferait du fractionné tous les jours. Voilà, en fait c'est le même principe d'entraînement entre guillemets,
En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ouais. Et ça s'est toujours bien passé comme ça. Ok. Il y a une question que peut-être les auditeurs peuvent se poser. Est-ce qu'une sortie de canicross remplace une balade ? Non. Après, une fois de temps en temps, enfin, je sais pas si c'est un jour où ça arrivait qu'on fasse Oui. pas de, enfin, la sortie du matin, canicross, sortie du soir. Oui, voilà. Faut pas que ce soit encore une fois, faut pas que ce soit systématique. Après, quand elle sort, oui, c'est pas une balade parce qu'elle prend pas le temps de renifler pareil, on la fait travailler, machin quoi. Mais genre, elle sort, elle fait ses besoins, elle se dépense. Faut pas que ce soit systématique. Mais c'est une fois de temps en temps, faut pas se dire oh là là, mon Dieu. Oui, non, faut pas se fouetter parce que une fois, on n'a pas eu le temps de faire. Et la balade, nous, ce qu'on faisait en fait, en général, c'est qu'on commençait la sortie, en fait, on mettait le matos et tout. On faisait 5 minutes, 10 minutes d'échauffement, entre guillemets, où elle sent, le temps qu'elle fasse pipi, le temps d'aller jusqu'au point où on va commencer à courir et tout. Là, après, on fait le moment concentré où il faut qu'elle tracte, etc. Là, l'autre coup, on avait fait ça parce que vu que là, je suis enceinte, je ne peux pas courir. J'étais en vélo devant. Jérém courait avec l'Oxène qui me suivait. Du coup, j'étais le lièvre. Ça fait son entraînement. Et puis après, on fait la récup, quoi. 10 minutes de retour au calme. 10 minutes de retour au calme, etc. Et si on a le temps de faire tout ça, on peut dire que ça, c'est pas mal. C'est pas grave si elle a pas fait une balade d'1 heure, quoi, à côté en plus. Parce que des fois, on n'a pas le temps. Mais si c'est la seule sortie de la journée, c'est-à-dire que c'est que de l'attraction, c'est pas recommandé, quoi. Mais après, voilà, c'est juste qu'il faut pas se dire que c'est bon, il a fait 6 entraînements de canicross dans la semaine. Il a pas besoin d'aller en plus faire une balade d'1h30 pour sentir et tout. Ça, c'est... Non, c'est-à-dire que votre chien, soit il court, soit il fait son pipi, son caca du matin et du soir. C'est pas... Voilà. Je vais maintenant vous poser la question signature de ce podcast. Qu'est-ce que ça a changé à votre vie d'avoir un chien et qu'est-ce qu'elle vous apporte au quotidien ? L'Oxène, en fait, c'est un retour à la normale parce que moi, comme je dis, j'ai toujours eu des chiens. Mais moi, je suis le mec, j'arrive chez quelqu'un que je connais pas. S'il y a un chien, il va pas m'entendre parler de la soirée. Donc, c'est voilà, quand on part à l'étranger. On va pas t'entendre de la soirée parce que tu vas être collé parce que au chien toute la soirée. Voilà, parce que je suis asocial aussi. Mais non, mais voilà, on part à l'étranger. Moi, s'il y a des chiens dans la rue, je vais me faire mal pour pas repartir avec. Donc en fait, d'en avoir un, c'est un retour à la normale. Je me contrôle pour pas ramener tous les chiens errants parce qu'on n'a pas une maison extensible non plus. Mais voilà, en fait, moi, j'envisage pas ma vie sans chien et je pense que c'est pas une obligation parce que je ne juge pas les gens qui n'en ont pas, mais même si. Il y a un moment, on a évolué ensemble. Les humains sont faits pour avoir des chiens et les chiens sont faits pour être avec les humains. Donc c'est normal en fait. Et moi, c'est un rêve de petite fille que j'ai réalisé. C'est une relation unique. On a des chats, on a un chien. J'adore avoir mes chats. La relation avec un chien est quand même exceptionnelle. Chaque chien a son identité en fait, et on ne peut pas comparer même deux chiens de la même race, même s'ils ont des traits de caractère communs. Ils ont chacun leur particularité. On s'attache à plus des personnes dont on s'attache plus que d'autres dans la vraie vie. C'est un peu pareil avec les chiens. C'est une relation qui est unique et que je ne vois pas, comme Jérémy le dit, ma vie sans chien, j'imagine pas. Et je suis bien contente qu'on arrive à travailler et avoir la capacité de pouvoir avoir un chien, parce que malheureusement, il y a des boulots où on pourrait ne pas pouvoir avoir un chien si on voudrait un chien heureux. Et là, maintenant, plus que je suis infirmière libérale, que je rentre tous les midis, j'ai encore moins la culpabilité de me dire « Oh là là, elle va passer 10 heures toute seule ». Le fait de pouvoir partager des activités avec, de voir même quand on voit les enfants qu'on grandit avec des chiens, c'est comme un frère ou une sœur, etc. C'est beau et c'est le seul, des seuls animaux domestiques quand même où on peut avoir ce genre de relation, quoi, où on sait qu'ils dépendent de nous, mais nous on dépend un peu. Émotionnellement. Ouais, émotionnellement, on dépend d'eux aussi. Et puis voilà, quand mon chéri il part 5 mois en mission, je suis quand même contente de pas être toute seule à la maison et d'avoir l'Oxène avec qui papoter, et me promener. Elle répond pas encore, mais on y travaille. Non, mais c'est tout bête, mais je pense à toutes ces personnes qui sont
qui sortent pas beaucoup de chez eux, ou personnes âgées que je soigne à domicile, je vois bien celles qui ont des chiens, elles sont plus actives, elles sortent, elles se promènent, elles voient plus de monde, ça les oblige à rester actifs. C'est un chien, ça apporte ça aussi dans une vie, c'est que ça nous oblige à penser à quelqu'un d'autre que nous et à penser à leur bien-être et à même sous la pluie, à aller se promener, même quand il fait froid, même quand il y a de la grêle. La grêle, des fois on attend qu'elle se calme quand même, mais ça nous oblige à sortir de chez nous, à sociabiliser aussi nous, parce que on rencontre d'autres gens, etc. Jérémy, il le dit pas, mais ça lui a pris à être plus sociable. C'est pas une évidence non plus. Non mais voilà, ça nous a fait faire de magnifiques rencontres. Il y a quand même beaucoup de personnes autour de nous aujourd'hui qu'on a rencontrées grâce à l'Oxène. Hein. Et ça, c'est des belles choses qui arrivent parce qu'on a un chien. Voilà. Trop cool. Est-ce qu'il y a des ressources que vous aimeriez partager à nos auditeurs ? Du coup, l'association Le Graal, dont j'ai parlé au début du podcast, en fait, qui est une association qui réhabilite les animaux de laboratoire. Donc il y a beaucoup de beagles parce que malheureusement le beagle est une race de chien de prédilection pour les labos. Et en fait, il faut savoir qu'avant qu'il y ait ces associations qui rentrent en jeu, les chiens étaient euthanasiés une fois qu'ils estimaient qu'ils n'étaient plus, qu'ils partaient à la retraite, quoi, ou qu'ils n'avaient plus besoin d'eux. Et du coup, ils réhabilitent beaucoup de beagles, mais il y a quelques golden retrievers. Voilà, ils réhabilitent les chiens, les souris. En tout cas, il y a des chevaux aussi, etc., qui placent dans des refuges et des associations partenaires pour ensuite être adoptés. Mais ils sont obligés de faire passer des tests. Est-ce que le chien il va être en capacité de pouvoir aller dans une famille ? Enfin voilà, ils vont pouvoir essayer de placer le plus de chiens possible pour qu'ils aient une seconde vie plutôt que d'être euthanasiés, quoi. Voilà, donc c'est une belle association avec des belles valeurs. Ouais. Et j'ai enregistré un épisode avec Anissa qui parlait du Graal, donc je vous invite à aller l'écouter. Voilà. Elle explique sûrement mieux que moi parce que j'ai pas révisé, mais voilà, c'est une belle association et je regrette pas de l'Oxène, je la regretterai jamais, mais je regrette de pas être tombée sur mes recherches à l'époque. J'espère qu'ils sont mieux référencés sur Google maintenant, mais à l'époque, malheureusement, je suis pas tombée sur cette association. Et c'est dommage, quoi. Donc il faut en parler. Après, au-delà de la bonne association et de la bonne idée, je pense qu'un premier chien qui sort de cette association, c'est pas une bonne idée. Il faut être prêt, il faut en discuter longtemps pour être prêt. Il faut partir du principe que ce sera pas. Parce que voilà, nous déjà, on a eu pas mal ça a été assez compliqué. On a eu la chance de tomber immédiatement sur les bonnes personnes pour faire ce qu'il fallait pour la réadapter. Là, c'est des chiens qui sont déjà plus vieux, qui sont beaucoup plus traumatisés qu'elle. Mais il faut bien se le faire expliquer avant de choisir. Il ne faut pas foncer tête baissée, il faut être conscient que forcément, comme c'est un chien qui a été sorti de laboratoire, ça ne va pas être le chien de la petite famille. C'est ça. Très conscient et pas hésiter à demander des explications et se dire que ça peut être des chiens très très peureux. Ils sont pas mal pris, je dis pas qu'il faut pas les récupérer. Non, mais c'est surtout que voilà, si en tout cas on veut partir là-dessus comme en premier chien, il faut être conscient que ça peut ne pas être très simple, mais c'est pas impossible. Voilà. Et quoi qu'il arrive, le beagle en premier chien. Oui, de toute façon, le beagle en premier chien. On se renseigne. Plus que tous les gens qui disent ça va être tant cool, c'est génial. Il faut déjà avoir des placards qui ferment. Tous, même des placards hauts. Ouais. Non, c'est ça. C'est pas les chiens les plus faciles. Mais, bon. Où est-ce qu'on redirige les auditeurs qui souhaiteraient suivre vos aventures ? Bon, alors Jérémy, vous allez pas le trouver parce que c'est monsieur invisible. Mais du coup, moi, sur les réseaux, mon compte Instagram, c'est Margot-DVG. J'ai aussi un blog, mais que j'alimente plus depuis un an. Mais bon, il y a des articles sur le canicross, sur un chien en ville, etc. J'ai des articles qui sont toujours intéressants pour ceux qui souhaitent, sur le beagle, sur l'histoire de l'Oxène, sur le canicross, etc., qui reprennent un peu ce qu'on a dit là. Donc, qui est renamande.com. Et sinon, je suis surtout active sur Instagram. Et un petit peu YouTube, mais pareil, ça fait très longtemps que je n'ai pas publié. Mais c'est le même nom, Margot DVG. Voilà, très cool. Et merci beaucoup à tous les deux. Merci de l'invitation, c'était très cool. À bientôt. Oui. Merci beaucoup de vous être joints à ma conversation avec Margot et Jérémy et de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler à des amis qui pourraient aider
et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @margot_dvg et @lanichepodcast. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter. Ça aide beaucoup le podcast à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche-podcast.fr. Enfin, pensez à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes. Ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!